un simple pilote du Danube à la retraite, Ilya Krush, extraordinaire pêcheur à la ligne, va-t-il se retrouver impliqué dans une affaire où vont s'affronter contrebandiers et policiers? Ce jour-là, une vive animation régnait dans le cabaret à l'enseigne du rendez-vous des pêcheurs. Nous sommes à Sigmaringen, une ville prussienne située pratiquement à l'origine de ce grand fleuve de l'Europe centrale qu'est le Danube. Une société internationale de pêcheurs, la ligne danubienne, était en train de s'y réunir et s'apprêtait à distribuer les prix d'un concours de pêche à la ligne. Car si tous les membres de cette société étaient riverains des bords du Danube, avec des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Serbes, des Bulgares ou encore des Moldaves, ce sont également tous, comme l'écrit Jules Verne, des chevaliers de la ligne, des enragés de la flotte, des fanatiques de l'hameçon. On était alors à la fin du déjeuner et on y buvait de la bonne bière de Munich et du bon vin de Hongrie, et sous le jet continu des longues pipes, la grande salle disparaissait dans les volutes de fumées odorantes. Enfin, les prix du concours, organisés le matin même au son du clairon, allaient être désormais annoncés par le président de la ligne danubienne. La surprise est grande d'entendre que les lauréats des deux premiers prix des deux catégories du concours, celle du plus grand nombre de poissons et l'autre du poids le plus important, étaient le même homme, un certain Hongrois, Ilya Krush, un exploit qui ne s'était encore jamais vu de mémoire de pêcheur danubien. Surprise d'autant plus grande que ce Ilya Krush n'était alors guère connu des membres de la Ligue danubienne, car il ne venait d'y entrer que tout récemment. Le nom d'Ilya Krush acquit aussitôt une grande célébrité dans la presse. Mais il faut bien avouer que l'on ne savait pas grand-chose sur ce pêcheur bien discret et modeste, si ce n'est que c'était un Hongrois, un ancien pilote du Danube en retraite. Mais c'est un bien autre étonnement qu'allait avoir aussi le public lorsque les journaux annoncent que ce personnage s'apprête à descendre avec son simple canot tout le Danube, depuis sa source dans le duché de Bade jusqu'à son embouchure dans la mer Noire. Un parcours de 700 lieues nécessitant au moins 2 mois de voyage et en ne vivant que de ses pêches à la ligne. Il s'agissait d'un projet vraiment excentrique de la part d'un simple pêcheur. Au moment du départ, le président de la ligne danubienne, accompagné d'un grand nombre des membres de l'association, vient lui souhaiter un bon voyage. Lorsqu'à la fin de cette première journée sur le fleuve, Ilya Krush se rapproche d'une bourgade pour y vendre le produit de sa pêche, il est ovationné par une foule de curieux admiratifs. En vérité, c'était une idée géniale qu'il avait eue, ce digne et honnête Krush, de viser au championnat des pêcheurs du Danube. Parce qu'en fait, il s'aperçoit qu'il peut vendre beaucoup plus cher son poisson. Au même moment, à Vienne, une décision importante venait d'être prise dans le cadre d'une commission internationale réunissant les divers pays traversés par le Danube. L'agent de police hongrois Karl Dragos était désigné avec plein pouvoir pour déjouer une association de malfaiteurs pratiquant la contrebande à grande échelle sur ce fleuve. Le chef de ces contrebandiers était connu sous le nom d'un certain Latsko, mais celui-ci, très adroit, avait toujours échappé aux poursuites de la douane et de la police. D'ailleurs, on ignorait tout de ce personnage malfaisant qui sévissait tout au long du célèbre fleuve européen. Habile à modifier son allure, à changer de physionomie, il avait plusieurs fois déjà trompé l'œil des agents de police. Avec ce roman, Jules Verne nous invite à découvrir les territoires et villes traversés par ce célèbre fleuve d'Europe et de souligner son statut international.
Ce sera tout d'abord à Ulm qu'Ilya Krush profitera de son original périple pour pratiquer du tourisme. C'est là qu'il va d'ailleurs être abordé de façon bien curieuse par un homme à l'œil vif et à l'allure décidée. « Mon ami, dit-il, vous êtes Ilya Krush, n'est-il pas vrai ?»« Ma foi, oui, monsieur. Monsieur Krush, j'ai entendu parler de vos exploits. J'ai eu le désir de vous connaître. J'ai une proposition à vous faire. » Cet homme, un Autrichien, se présente sous le nom de Geiger et moyennant la somme énorme de 500 florins, il propose d'accompagner Ilya Krush dans sa descente originale du Danube jusqu'à la mer Noire. Après une certaine hésitation, le pêcheur accepta la proposition. Du reste, ce monsieur Geiger se révéla être très vite un compagnon de voyage extrêmement agréable, curieux des techniques employées par le pêcheur pour préparer ses lignes. Un véritable sentiment d'amitié va progressivement naître au fil des jours chez le pêcheur pour ce compagnon de voyage. Peut-être Ilya Krush ne remarquait-il toutefois pas avec quel soin son compagnon regardait les bateaux nombreux sur le fleuve et les véhicules sur la rive. Lors d'une halte à Ratisbonne, si Ilya Krush avait suivi M. Geiger, il aurait certainement été surpris de constater que celui-ci allait chercher en poste restant du courrier aux initiales mystérieuses de XKZ. Ilya Krush constatera tout de même rapidement, au fil des étapes, même dans les plus modestes villages, que M. Geiger rencontrait des personnes de connaissance. Mais à la remarque du pêcheur, M. Geiger répondra qu'il est voyageur de commerce et qu'il sillonne depuis bien longtemps ces territoires. Cette navigation aurait pu être ennuyeuse pour toute autre personne. Il faut en effet avoir, écrit Jules Verne, l'âme si merveilleusement équilibrée d'un pêcheur à la ligne pour s'intéresser aux aléas, aux surprises, aux joies de ce noble métier. Mais M. Geiger ne s'ennuyait pas un instant, et Ilya Krush se demandait même s'il ne préparait pas un travail sur les questions relatives à la batellerie. « Il y a quelque chose comme cela, » répondit M. Geiger en souriant. Bien curieusement, à Vienne, M. Geiger, qui était parti visiter la ville, fait porter une lettre à Ilya Krush pour lui demander de continuer le voyage sans lui, lui spécifiant qu'il le rejoindrait à Pest ou Belgrade. Ilya Krush continua donc, mais assurément, si cette navigation continuait à être intéressante, combien elle lui parut davantage si M. Geiger eût occupé sa place habituelle. Bientôt, il apprit qu'une altercation entre policiers et malfaiteurs avait eu lieu à l'entrée des Petites Carpates. Le chef de police, Karl Dragoš, avec une escouade, avait repéré les traces des contrebandiers du fameux Latsko, et une bataille s'était engagée au désavantage de la police. Et depuis, on était sans nouvelles de Karl Dragoš. « Eh !» fit Krush. « Voilà une nouvelle qui aurait fait de la peine à M. Geiger. Lui qui semblait prendre un vif intérêt au chef de police lorsque nous en avions parlé. » Mais une bien désagréable surprise attend notre pêcheur en arrivant à Pest en Hongrie. « Vous êtes bien Ilya Krush ?» lui demanda-t-on. « Oui, » murmura le brave homme. Sans ménagement, Ilya Krush se retrouve devant un véritable tribunal, hébété, l'air honteux, et il faut avouer, ayant bien la mine d'un coupable. « Vous avez eu cette originalité de descendre le fleuve, la ligne à la main, depuis sa source jusqu'à son embouchure ?» lui demande le président de séance. « Est-ce donc défendu, monsieur le président ?» répond Ilya Krush. « Non, certes. À moins que cette originalité ne vous ait servi à masquer des projets. Vous êtes Latsko, le chef des fraudeurs. » Lorsque le pauvre homme eut entendu cette accusation, il demeura accablé. 1000 terreurs troublaient sa cervelle. Cependant, si la grande majorité de la population de Pest est convaincue de la culpabilité du pêcheur, celle de la population du Buda, de l'autre côté du Danube, se prononça en sens contraire. Il y avait donc les cruchistes et les anticruchistes. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Et M. Geiger ? On ne lui avait pas parlé de M. Geiger ? Grand Dieu, se dit-il, si M. Geiger était... Mais il repoussa cette idée avec horreur. Non, se répétait-il, non. Un si excellent homme. Ah, j'ai bien fait de n'en point parler. Après moi, c'est lui qu'on eût accablé d'être ce Latsko, qu'il ne connaît pas plus que je ne le connais moi-même.
Comment se termine cette aventure le long du Danube? Je puis vous révéler qu'Ilya Kruch arrivera à prouver son innocence et pourra continuer son périple. Mais retrouvera-t-il Monsieur Jagger? Et quel mystère entoure donc ce personnage qu'une amitié sincère reliait à l'honnête pêcheur? Je vous laisse bien entendu découvrir la suite de cette aventure qui se révèle pleine de rebondissements au cours desquels se dénouera l'affaire du chef des contrebandiers du Danube, Latsko, mais où l'on aura également la surprise de retrouver bien sûr un certain agent de police, Karl Dragosch, rencontré au début de ce roman. Le beau Danube jaune est rédigé en 1901. Toujours malicieux, Jules Verne avait pu s'empêcher, en titrant ainsi son roman, de souligner la couleur naturellement boueuse du fleuve, alors que le beau Danube bleu de Strauss faisait valser toute l'Europe. Mais ce roman, rebaptisé Le Pilote du Danube, ne sera publié qu'en 1908, profondément remanié par Michel Verne, et le nom même du héros deviendra Ilya Kruch. Cependant, le fils de Jules Verne faillit bien être démasqué. Par suite d'une maladresse, Michel Verne ajouta en effet dans sa version du roman un autre bandit en lui donnant le nom d'un Hongrois qu'il avait réellement rencontré lors d'un voyage sur le Danube. Ce dernier, n'appréciant pas d'avoir son nom associé à un malfaisant, menaça de porter plainte. L'affaire, qui fut rapidement étouffée, aurait pu en effet devenir polémique, car elle prouvait que ce roman, ou tout au moins la version alors publiée, ne pouvait être que celle du fils Verne, qui avait personnellement connu ce Hongrois. Il faudra attendre la fin des années 1980 pour découvrir le véritable manuscrit de Jules Verne avec son récit mettant en scène un pêcheur plein de bonhomie, amoureux de son fleuve et de la pêche à la ligne, une science pour laquelle l'auteur des voyages extraordinaires n'avait pourtant aucun talent, d'après Sandre, un ami marin de Jules Verne qui prenait plaisir à naviguer sur le Saint-Michel I. Comment un homme aussi supérieur peut-il être atteint d'une pareille infirmité, s'étonnait-il? Il n'a qu'un défaut, il ne comprend rien à la pêche et ne croit au poisson que lorsqu'il le tient au bout de sa fourchette.